Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La riposte contre le Covid-19 s'accélère en Côte d'Ivoire. 300 nouveaux lits ont été acquis pour la prise en charge des malades. De nouveaux laboratoires aptes à faire le dépistage. En plus de toutes ces mesures, le ministère de la Santé informe qu'à compter de demain dimanche minuit, des équipes sanitaires seront présentes à 6 corridors d'accès au Grand Abidjan. 143, 101, 125, ce sont les lignes vertes mises à la disposition des populations en cas d'urgence liée au Covid-19. Le centre d'appel réceptionne par jour plus de 1000 appels. Mais comment les appels sont-ils traités? Quelles sont les préoccupations des populations? Quel type de difficultés rencontre le centre d'appel dans sa mission d'écoute? Éléments de réponse dans ce 20h. Bonne nouvelle en provenance de la Chine. Après 2 mois de confinement, la ville de Wuhan, berceau du coronavirus, tente de tourner la page. Elle s'est progressivement rouverte au monde extérieur ce samedi, une réouverture cependant partielle. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, se mobilise face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. On en parle tout au long de ce journal. Le monde de la musique a perdu des géants à cause du Covid-19. Manu Dibango, saxophoniste jazzman camerounais, a quitté définitivement la scène le 24 mars dernier à l'âge de 86 ans. 5 jours plus tôt, une autre victime du coronavirus, Orlis Mabele, figure du soukous, version moderne de la rumba congolaise, est arrachée à l'affection des siens. La culture, frappée ainsi par le coronavirus, perd 2 grandes légendes. La rédaction de RTI 1 leur rend hommage ce soir et nous avons invité l'artiste Diabostek, professeur de l'histoire de la musique ivoirienne et africaine contemporaine. Bonsoir Diabostek. Bonsoir. Alors, on vous appelle aussi la légende vivante. Oui. Le coronavirus qui sévit malheureusement dans le monde vient de porter un coup dur à la culture africaine avec la disparition de 2 géants, Manu Dibango et Orlis Mabele. Oui. Il faut dire que ça va aussi nous conscientiser, comme disent les Ivoiriens, à quelque chose malheur est bon. Je pense qu'au début, on voulait tourner ça en dérision, mais c'est vraiment un fléau qui n'épargne personne. C'est une pandémie qui attaque toutes les couches socio-professionnelles, toutes les familles et tout. Nous devons observer les règles qu'a dit le comité de soutien, le comité de sécurité. Il faut respecter les règles parce que je me rappelle bien que le président, même dans son costume classique, a fait ce geste tellement pour dire aux Ivoiriens, faites attention, respectons tout. Et c'est simple de respecter, il faut être hygiénique. Il faut respecter strictement. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va évoquer bien sûr la carrière de ces 2 icônes de la musique et la sensibilisation que vous menez bien sûr en tant qu'artiste ivoirien pour stopper cette pandémie. À tout à l'heure, Diabostek. Merci, à tout à l'heure. Je vous livre à présent ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, communiqué relatif au point de la situation de la maladie à Covid-19, communiqué donc signé ce 28 mars 2020. Ce samedi 28 mars 2020, 39 cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant à 140 le nombre total de cas confirmés. Par ailleurs, relativement aux nouvelles mesures de confinement de la ville d'Abidjan prévues par le gouvernement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place des équipes de contrôle sanitaire aux différents postes de sortie d'Abidjan. Devant les signes suivants, fièvre, toux, courbatures et ou difficultés respiratoires, nous vous prions de rester chez vous et de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et le 125. Nos 50 équipes d'intervention rapide sur Abidjan se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. L'épidémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de réduire vos déplacements le plus possible, car le virus ne se déplace pas, c'est nous qui nous déplaçons. Il est indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures sanitaires indiquées par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie, communiqué signé du ministre Eugène Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà, dans le monde, le nombre de personnes contaminées du Covid-19 a dépassé la barre de 600 000 cas.
On compte ce jour plus de 28 000 morts dans le monde, alors que l'épidémie de coronavirus s'étend et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter. L'OMS demande à tous les pays de tester tous les cas suspects. Et en Côte d'Ivoire, la riposte contre le Covid-19 s'accélère. 300 nouveaux lits ont été acquis pour la prise en charge des malades, de nouveaux laboratoires aptes à faire le dépistage. Et en plus de ces mesures, le ministère de la Santé informe qu'à compter de demain dimanche minuit, des équipes sanitaires seront présentes à 6 corridors d'accès au Grand Abidjan. Mama Traoré. En Côte d'Ivoire, la barre des 100 malades atteints du Covid-19 a été franchie. Face à la menace de propagation, les autorités sanitaires renforcent les capacités de prise en charge. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons augmenté notre capacité de plus de 300 lits pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Il s'agit bien sûr on va le faire par des préfabriqués. Les sites retenus sont l'hôpital militaire d'Abidjan, l'hôpital général d'Agnaman, le SAMU dans le cours du CHU de Cocody et l'espace qui est au CHU de Yopougon. Également, le point important, c'est que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité de test. Vous verrez, on teste de plus en plus de personnes et cela se fait à travers, en plus des insuffisateurs, d'autres laboratoires vont pouvoir servir de laboratoire de test. Est-ce conseillé de se procurer soi-même de la chloroquine pour se prémunir de cette pandémie? Je voudrais insister sur le fait que la chloroquine n'est pas un médicament qu'on doit prendre pour se protéger du Covid. Tout le monde va acheter de la chloroquine actuellement. Moi, je voudrais mettre en garde les populations ivoiriennes. La chloroquine se donne seulement à l'hôpital dans un protocole bien établi. C'est seulement sous prescription médicale qu'on prend la chloroquine. Il n'est pas question, il n'est pas conseillé qu'un Ivoirien aille à une pharmacie ou dans un circuit parallèle à acheter de la chloroquine. Dès ce dimanche minuit, le Grand Abidjan sera coupé de l'intérieur du pays, exception faite aux déplacements justifiés et autorisés. Les laissez-passer qui seront délivrés au sein du cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en ce qui concerne Abidjan, et dans les préfectures des départements pour l'intérieur du pays, restent des laissez-passer délivrés exceptionnellement pour des cas d'urgence. Il faudrait rappeler à nos concitoyens que même munis d'un laissez-passer, toute sortie ou entrée à Abidjan, on passera par un corridor sanitaire où des agents de l'Institut national d'hygiène publique prendront avec le pistolet automatique la température de chacun. Dans la nuit du vendredi, 41 personnes ayant violé la mesure de couvre-feu ont été interpellées. Elles seront traduites devant les juridictions compétentes. Voilà, la Côte d'Ivoire a donc renforcé ses mesures pour stopper l'avancée du Covid-19, entre autres l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. À 16h, les forces de l'ordre sont déployées dans différentes communes pour veiller au respect de ces mesures. Mais quelles sont les consignes et dispositions? D'ici la fin de ce journal, nous allons retrouver notre reporter Herman Guivet qui est en ce moment même dans une unité de police. Et les agents de police donc se préparent à se déployer dans les différentes communes pour faire respecter le couvre-feu en vigueur depuis mardi. Ce sera vers la fin de ce journal. Et justement, pour soutenir l'action nationale de lutte contre le coronavirus, le Sénat de Côte d'Ivoire a fait don d'un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Sénat entend ainsi bien sûr contribuer à la lutte contre ce virus mortel, comme nous le rapporte Herman Guivi. Remise symbolique d'un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la chaîne de lutte qui s'est mise en place depuis l'identification du premier cas de maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour traduire cet engagement, on acte cette rencontre entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Kaka Awele, et le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Aoussou Kouadio-Jano. L'acte d'engagement du Sénat dans cette lutte consiste donc en ce don en numéraire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour soutenir l'action du personnel soignant. Monsieur le ministre, le Sénat de Côte d'Ivoire, à la suite de l'Assemblée nationale, vient prendre sa part dans le cadre de la solidarité nationale, accompagné
le président de la République et le gouvernement et d'autres bienfaiteurs dans cette lutte contre la pandémie. Le Sénat ne saurait rester indifférent. Nous nous sommes concertés afin d'apporter notre pierre, notre contribution, peut-être modique, mais chaleureuse. Nous avons trouvé la somme de 15 millions de francs CFA. Nous voulons vous remettre, Monsieur le ministre, la Santé. Notre vœu, c'est que cette somme soit dédiée principalement à tous nos frères, toutes nos sœurs du corps médical qui font des efforts chaque jour, au risque de leur vie, pour soigner ceux qui sont atteints de ce virus. Nous voudrions que, spécifiquement, le don du Sénat les accompagne. Monsieur le ministre de la Santé. Un don fort bien accueilli par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, je salue en vous l'initiative de votre institution. Merci à vous d'adhérer à cet extraordinaire élan de solidarité. Certes, le gouvernement, sous la haute autorité de son Excellence le Président de la République, fait sa part, mais votre contribution de 15 millions de francs CFA pour son affectation va soulager le personnel médical, va le motiver davantage dans cette lutte. Votre contribution est donc la bienvenue. Le Sénat de Côte d'Ivoire affirme ainsi son engagement total dans la lutte contre le Covid-19. Voilà, l'appel à la solidarité en cette crise sanitaire trouve un écho favorable. Les entreprises apportent leur contribution au plan de riposte engagé par le gouvernement. Une entreprise spécialisée dans la savonnerie et l'agroalimentaire, vous allez le voir, a fait don de plusieurs cartons de savon à hauteur de 10 millions de francs CFA au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le reportage est signé Franck Quadio. Face à la menace de la pandémie Covid-19, la mobilisation prend forme. L'entreprise Unilever, spécialisée dans la savonnerie, veut s'impliquer. Des cartons de savon pour aider au lavage des mains. Un don fait au ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le groupe a décidé de faire des dons d'une valeur de 100 millions d'euros globalement. Et nous avons commencé ici en Côte d'Ivoire à faire notre part en offrant 1000 cartons de savon d'une valeur de 10 millions. Une action citoyenne suivie par d'autres entreprises. Nous sommes venus au nom du groupe Quara pour remettre 100 tonnes de riz au ministère de la Solidarité pour assister tous ceux qui sont aujourd'hui malades du coronavirus. Ne pensez pas que nous ne prenons que de grandes quantités. Même quand c'est des petites quantités, nous les prenons. Parce que chacun, il y a des petites familles, il y a des grandes familles vulnérables. Et donc, quelle que soit la quantité que nous recevons, nous redistribuons toutes ces quantités pour stopper le virus dans notre pays. Appel donc lancé en faveur d'un élan de solidarité accru. La chaîne de collecte, mais surtout celle de la distribution, est en marche pour bouter hors du pays, voire du continent et même du monde, la pandémie à coronavirus Covid-19. Voilà, l'élan de solidarité se renforce en cette crise. Le ministre Emmanuel Essis a remis aux associations engagées dans la sensibilisation un important lot de kits de prévention au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a également apporté un appui en vivres aux populations. Il invite ces dites populations de Dabou à s'inscrire dans le combat contre le coronavirus. Serge Collier. Une trentaine de tanks de 100 litres, 30 seaux de recueillement de 33 litres, 284 savons liquides moussants, 1000 gels hydroalcooliques, 1200 gants, 1000 cache-nez et 400 kg de riz. Ces dons sont mis à la disposition des leaders associatifs, chefs traditionnels, guides religieux et autres associations engagées dans la lutte contre le coronavirus à Dabou. Le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été remis par le ministre Emmanuel Essis Esmel. Il s'agit d'aider ces acteurs à mieux sensibiliser les populations. C'est le respect des consignes qui ont été données qui vont nous permettre d'arrêter la propagation de ce virus. C'est ce message que nous avons porté ce matin à nos frères et à nos sœurs de Dabou pour leur dire d'être très vigilants sur le respect de ces consignes et apporter notre modeste contribution au nom du Premier ministre pour que les différents responsables de santé, les différents responsables des couches de quartier
puisse soulager les populations et surtout leur permettre de pouvoir traverser cette période difficile. Ces kits remis aux groupes de sensibilisation et au personnel soignant sont destinés essentiellement aux populations. On reste à Dabou et dans la région des Grands Ponts où la lutte contre le coronavirus est une réalité. Les acteurs travaillent en étroite collaboration avec la radio locale. Les messages importants sont relayés au quotidien pour permettre aux populations d'être informées sur les mesures à adopter. Les leaders d'associations et les responsables de santé misent sur la communication de proximité. On retrouve Serge Kolia. Le chef de l'État, le gouvernement, c'est à l'image d'un chef de famille. Et on prend des mesures sur un couvre-feu. Nous sommes dans les locaux de la radio Leboutou de Dabou. Il est 12h ce vendredi 27 mars. L'animateur de service, Hervé Niali, reçoit le directeur de l'hôpital général de Dabou et 2 membres de la cellule civilo-militaire. Au menu des échanges, la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Nous sommes vigilants et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande à la population dès lors qu'autour d'eux, ils ont l'information que telle personne a séjourné dans une zone où la maladie a fait déjà des ravages, dès lors que vous constatez qu'autour de vous, quelqu'un est venu d'ailleurs et qu'il se cache, il faut nous le signaler. Depuis les premiers signes de la maladie en Côte d'Ivoire, la radio locale Leboutou est devenue un des relais majeurs de la sensibilisation. Et auprès des communautés, auprès des guides religieux, auprès des autorités, nous y allons pour prendre des informations, nous y allons également pour que chacun puisse donner son message et surtout sensibiliser tout le monde. Le taux d'audimat de la radio a augmenté depuis un certain moment et donc le message passe correctement. À Dabou, la lutte est coordonnée par la cellule civilo-militaire dirigée par un guide religieux. Si nous devions faire le porte-à-porte partout, nous n'avons pas assez de moyens ni assez de personnes. Mais grâce aux ondes du 103.7, la radio Leboutou, eh bien nous nous adressons aux populations. Et au marché, tous les postes sont ouverts. Dans les maisons, dans les véhicules, tous les postes sont ouverts. Et même dans les taxis. Surtout, nous avons demandé aux taximètres de se mettre toujours sur la fréquence de radio Leboutou. Après la radio, le directeur régional de l'hôpital général de Dabou nous conduit dans ses locaux. Ici, le dispositif de prévention n'a pas été négligé. Même si la ville n'enregistra aucun cas suspect, une salle de mise en quarantaine est déjà préparée. Un cas qui se présente à nous, qui est un cas suspect, c'est ici qu'on l'isole et puis on fait des prélèvements. Dabou est prêt à toute éventualité. En plus des mesures gouvernementales, un arrêté municipal a été pris à Dabou. Le marché ouvre à 5 heures pour fermer à 16 heures. Également, les autorités ont pris des mesures concernant le transport. Et nous, notre rôle, c'est de vérifier un peu cela sur le terrain. Au cas où ce n'est pas respecté, de dénoncer cela. À Dabou, la vigilance est de mise. Hôpitaux et structures publiques se mettent au goût de la lutte contre le coronavirus. Nous avons un invité sur ce plateau, le directeur de l'administration pénitentiaire ivoirienne, Boubacar Coulibaly. Bonsoir, monsieur Boubacar Coulibaly. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes porteur d'un message, nous vous écoutons. Merci, madame. Communiqué de la direction de l'administration pénitentiaire. Une déclaration non signée émanant d'un prétendu collectif d'avocats relayé par certains organes de presse et sur les réseaux sociaux a laissé croire il y a quelques jours que M. Alain Lebognon, en détention à la prison civile d'Agboville, serait dans une situation sanitaire extrêmement critique, que, privé de soins, il aurait eu recours à une automédication et que sa vie serait en danger. Cette déclaration appelle par la suite à sa remise en liberté afin qu'il bénéficie des soins appropriés. L'administration pénitentiaire tient à indiquer que ces allégations sont dénuées de tout fondement et que, contrairement aux affirmations faites, M. Alain Lebognon est
régulièrement suivi par son médecin personnel et reçoit fréquemment la visite de parents et proches. Cependant, il n'a reçu à ce jour la visite d'aucun avocat. À la suite de ces allégations et sur réquisition du substitut résident d'Agboville, le docteur Aloueke Miezan Michael, médecin généraliste, chef de service médecine du CHR d'Agboville, s'est rendu ce jour à la prison civile à l'effet de s'enquérir de l'état de santé de M. Lebognon. Sur place, le docteur Aloueke Miezan Michael et l'infirmier de la prison, M. Lida Florent, ont tous les deux été éconduits par M. Lebognon, lequel a argué qu'il n'était pas malade, ne voulait voir personne et a refusé tout examen, comme indiqué dans le rapport dressé par les médecins, qui, du reste, fait état d'un patient conscient et présentant un bon état général. Par la suite, le directeur de l'administration pénitentiaire, le médecin-chef de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, et l'infirmier de la prison d'Agboville, qui ont ce même jour rendu visite à M. Alain Lebognon, ont également fait le constat d'un sujet en bon état général. Au regard de ce qui précède, l'administration pénitentiaire tient à rassurer que la santé de M. Alain Lebognon ne suscite aucune inquiétude et trouve infondé l'appel à sa mise en liberté. Enfin, l'administration pénitentiaire n'entend plus tolérer davantage les récurrentes rumeurs tendant à jeter le discrédit sur ses animateurs et, au-delà, sur l'ensemble de l'institution judiciaire. C'est pourquoi une suite judiciaire sera réservée à la divulgation de fausses nouvelles sur les conditions de détention et l'état de santé des pensionnaires des différents établissements pénitentiaires. Fait à Abidjan, le 28 mars 2020, le directeur de l'administration pénitentiaire, Boubacar Coulibaly. Alors, M. Boubacar Coulibaly, dites-nous comment sont traités les détenus en général. Merci, madame, pour la question. Les détenus, en général, sont tous traités sur le même pied d'égalité. Car tous, autant qu'ils sont, c'est des humains et qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Il n'y a pas de détenus privilégiés par rapport à un autre. Alors, donc, quelles sont les conditions de détention de M. Alain Lebognon? M. Alain Lebognon, vous l'avez suivi dans le communiqué, a reçu ma visite aujourd'hui. Il est dans d'excellentes conditions de détention. En Côte d'Ivoire, la détention est collective, générale. Les cellules contiennent plusieurs personnes. Mais par la force des choses, M. Alain Lebognon est dans un compartiment où il est seul. Un compartiment de près de 10 mètres carrés qu'il occupe seul et il n'est avec aucun détenu. Il bénéficie de certaines commodités qu'il a fait installer et donc il est détenu dans des conditions idéales.
que faites-vous, puisque nous sommes en pleine crise sanitaire, vous savez, le Covid-19 qui sévit dans le monde. Alors, que faites-vous pour lutter justement contre le Covid-19 dans les prisons en Côte d'Ivoire? Merci, madame, pour cette question d'actualité, cette question très pertinente. Dès les premières heures de déclaration du Covid-19, le gouvernement a réagi, le ministère de la Justice a réagi avec promptitude en mettant les kits et les équipements à la disposition non seulement du personnel pénitentiaire en général, mais aussi des détenus, afin que le Covid-19 n'entre pas les prisons. Et le lavage systématique des mains, les désinfections des mains au gel hydroalcoolique ont été instituées. Et en plus, le gouvernement, le ministère de la Justice a entrepris de jouer sur ce que nous appelons les vecteurs potentiels externes qui peuvent transposer le Covid-19 à l'intérieur des prisons. Parce que ce que nous avons comme avantage, permettez-moi de le dire, c'est que les détenus sont déjà confinés dans l'enceinte de la prison. Or, donc, pour être contaminé là, il faut des vecteurs externes. Et c'est sur ces vecteurs que nous jouons. Nous avons pris des dispositions pour interdire les visites. Seule la nourriture peut être apportée aux détenus, mais là, des dispositions particulièrement rigoureuses sont prises pour désinfecter, pour réduire, pour annuler les risques de contagion. Et ensuite, tout autre vecteur externe pouvant envoyer le Covid-19 dans les prisons, c'est les nouveaux déférés, c'est-à-dire ceux qui ont commis des infractions et qui doivent entrer pour la première fois dans les prisons. Alors, pour cela, on a prévu des mesures de confinement dans un local avant qu'il ne soit intégré dans les cellules avec l'ensemble des détenus. Pendant 48 heures au départ. Mais nous allons étendre cela à 14 jours parce que il est établi que le temps d'incubation du Covid-19 est de 14 jours. Les dispositions sont en train d'être prises pour que les 14 jours soient observés par tout détenu venant de l'extérieur. Et cela fonctionne actuellement à l'AMACA. Nous avons même fait une simulation qui est passée, je crois, sur vos antennes. Merci beaucoup, sur vos antennes. Mais c'est la même disposition qui est prise dans les 33 autres prisons de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas uniquement à l'AMACA. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez encore d'autres mesures à annoncer de prévention dans les différentes prisons? Dans les différentes prisons, c'est inviter les uns et les autres, tous les travailleurs opérant dans l'univers carcéral, à prendre conscience de la gravité de l'enjeu de la chose, à ne pas négliger les mesures qui ont été édictées pour freiner le Covid-19 aux portes des prisons. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur Boubacar Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'administration pénitentiaire ivoirienne. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci, madame. Ce sont des appels gratuits. 143, 101, 125 et ces numéros sont mis à la disposition des populations pour toute urgence liée au Covid-19. Le centre d'appel réceptionne par jour plus de 1000 appels. Mais comment se font les réceptions? Quelles sont les préoccupations posées par les populations? Quel type de difficultés surtout rencontre le centre d'appel dans sa mission d'écoute et d'information? Élément de réponse avec Salima Toutia. Je suis malade dans ce temps-ci, dans ce temps d'épidémie. Pourquoi ne pas essayer de faire le test parce qu'on ne sait jamais? Est-ce que vous avez été en voyage ces derniers temps? Non, je peux faire le voyage. Informer, orienter les populations, détecter les cas suspects et les référer aux structures sanitaires, les téléopérateurs des lignes vertes sont en ligne de front face au Covid-19. Ce sont environ 8000 appels qui sont traités en semaine, soit plus de 1000 appels traités par jour. Des chiffres en évolution depuis l'annonce du premier cas. Les équipes, elles, se relaient toutes les 6 heures pour assurer le service d'écoute. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le protocole mis en place au niveau du ministère de la Santé, une personne qui présente les signes doit se rendre à l'hôpital en se couvrant le nez et la bouche. Pour une personne qui présente une détresse respiratoire, telle que cette personne ne peut pas se déplacer,
Nous avons, dans un premier cas, une cellule de crise au niveau de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, et nous avons une équipe d'intervention rapide. Nous contactons les deux et nous contactons aussi l'équipe, surtout l'équipe d'intervention rapide. Nous lui donnons les coordonnées du malade pour qu'il puisse aller voir le malade. Dans le fonctionnement, les équipes font aussi face à quelques difficultés, notamment le souci de réseau. La ligne est vraiment surchargée. Vous voyez le nombre d'appels que nous recevons par jour. Ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde à la fois. Donc, si nous avons des doléances, c'est de voir avec les opérateurs mobiles comment faire en sorte que cette ligne soit facilement accessible. C'est un projet d'augmenter l'effectif pour pouvoir répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Des travaux d'extension du centre d'appel en cours pour accroître la capacité de travail des téléopérateurs avec plus de postes téléphoniques. Toutefois, ils devront continuer à gérer quelques cas d'indiscipline. Comment avez-vous prévu? D'accord, monsieur. Si vous voulez payer des gants ou toute autre chose, vous devez vous rendre à la pharmacie ou au marché. Mais hier, on a allé à la pharmacie, on dit que on dit qu'il y a un coup de feu, le coup de feu là vient derrière l'homme. D'accord, monsieur. Vous avez toute la journée pour acheter des gants. D'accord? Le couvre-feu, il est de 21h à 5h. Ouais, 21h à 5h. Exactement. Mais moi, hier, on a attrapé mon grand frère. Des situations délicates qu'ils rencontrent au quotidien sur leur ligne, mais qui n'entravent pas leur volonté de lutter contre la maladie. 143, 125, 101, ce sont les lignes vertes gratuites mises à la disposition des populations pour toute urgence. Et la police nationale se mobilise aussi pour faire barrage à la maladie du coronavirus Covid-19. Elle vient justement de bénéficier d'un important lot de kits de protection pour continuer la lutte contre la pandémie. Ce lot, composé de gel hydroalcoolique, de gants et autres pulvérisateurs, a été remis par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé. La lutte aussi est menée à l'intérieur du pays, précisément à Yamoussoukro. Le maire de la capitale politique ivoirienne mène la sensibilisation par des dons en produits sanitaires et d'hygiène et surtout des messages de sensibilisation adressés aux populations. Franck Wadio. Yamoussoukro, la municipalité sensibilise, les forces vives sont mobilisées pour l'éradication du coronavirus. Bavettes, gants, gel hydroalcoolique sont remis aux représentants des commerçants, directeurs régionaux, forces de l'ordre et même à des élus de plusieurs localités, dont Tabo et Ateguakro. Nirangbe Kwadjojan insiste sur le respect des mesures d'hygiène. Il faut qu'on se lave les mains. Même avant de rentrer dans nos bureaux, il faut qu'on porte le masque. Vous voyez? Je disais à quelqu'un que lui peut être contaminé, mais il ne faut pas qu'il me contamine. Avant cette rencontre, il y a eu de l'action terrain. Échange avec les tenanciers de restaurants, de maquis et de bars. Une seule consigne, s'accommoder des recommandations usuelles pour l'hygiène. Une aide donc est faite. Les forces de l'ordre n'ont pas aussi été oubliées. Elles ont bénéficié du soutien municipal par une dotation en carburant. Et la Côte d'Ivoire, je rappelle, a renforcé ses mesures pour stopper l'avancée du Covid-19, entre autres l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin et à 16h. Les forces de l'ordre sont déployées dans différentes communes pour veiller au respect des mesures. Mais comment se prépare-t-il? Quelles sont les consignes et dispositions? Notre reporter Herman Guivé est en ce moment au 8e arrondissement. Alors Herman Guivé, vous assistez au rassemblement de certaines unités de la police nationale avant le déploiement pour les opérations de suivi effectif du couvre-feu. Oui, effectivement, Marie-Laure, nous sommes ici au commissariat du 8e arrondissement où, comme vous pouvez certainement l'apercevoir dans le champ en arrière-plan, eh bien, le directeur général de la police nationale qui va donc s'adresser à ces hommes avant de donner le coup d'envoi de cette tournée qui marquera donc le début de la ronde pour ce qui concerne eh bien, la mesure d'application du couvre-feu ce soir. Il faut signaler que chaque soir, la police nationale et les forces de sécurité dans leur entièreté eh bien, sillonnent le district d'Abidjan afin de veiller à l'application effective de cette mesure de couvre-feu. Repos! Repos! Appliquez encore la mesure de couvre-feu de ce jour, de cette nuit, qui va commencer de 21h à 5h du matin. Les consignes n'ont pas changé, les consignes restent les mêmes.
appliquer le couvre-feu avec fermeté, sans faiblesse, mais au même moment, nous sommes des hommes. Et il faut mettre l'accent sur l'assistance. Depuis une semaine, nous avons trouvé une parade pour les retardataires. Vous les appliquez, on ne va pas le dire, au grand jour. Et ceux qui seront pris, quand même on doit les entendre sur PV, il faut le faire dans le respect de leurs droits élémentaires, dans le respect des droits de l'homme. C'est pour ça que nous avons à nos côtés Madame la ministre chargée des droits de l'homme. Nous serons appelés à faire l'assistance, accompagner les gens qui sont en détresse, accompagner les femmes qui sont en travail, qui doivent accoucher, des malades qui ont besoin de secours, des décès à domicile où nous accompagnons les pompes funèbres en vue de les déplacer dans les différentes morgues. Et pendant que nous appliquons le couvre-feu, nos adversaires de tous les jours sont en train de casser dans les marchés. Il faut réorganiser et orienter le dispositif vers ces grands marchés, ces grandes surfaces, pour que celui qui est à la maison, on puisse sécuriser également ses biens qui sont dans le marché, son magasin ou bien sur les supermarchés. Le monde entier est en train de vivre un tournant très décisif en matière sanitaire. Il faut que la police citoyenne, il faut que nous puissions jouer notre partition aux côtés des forces vives, des autres forces vives de la nation. Quelle appréciation faites-vous des mots prononcés par M. le directeur général de la police à ces hommes avant, bien sûr, qu'ils partent en tournée? C'est une appréciation positive. Il est tout à fait normal que, dans ces circonstances, que le DG puisse donner des conseils utiles. Et nous, en tant que secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, il était de notre devoir d'être à ses côtés. Qui dit sécurité dit droits de l'homme. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que depuis un certain moment, les réseaux sociaux nous envoient des images et il était bon que nous venions ici pour que les éléments sachent que nous sommes à leur côté et qu'ils doivent respecter les règles et qu'ils doivent exercer leur mission tout dans le respect des règles des droits de l'homme. Alors, Marie-Laure Ngoran, nous étions donc en direct du commissariat du 8e arrondissement de Cocody. Vous venez à l'instant de l'entendre, Madame la secrétaire chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou, qui vient donc de donner son quitus, son crédit, n'est-ce pas, aux propos, n'est-ce pas, tenus par le directeur général de la police qui appelait ces hommes justement à respecter les droits de l'homme. La tournée donc va commencer par la ronde, n'est-ce pas, de la ville d'Abidjan pour bien sûr veiller au strict respect, au respect scrupuleux de la mesure de couvre-feu prise par le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, merci Herman Guivet. Herman Guivet que nous retrouverons dans nos prochains journaux pour nous faire le point de cette opération de suivi du couvre-feu par les forces de l'ordre. Nous sommes samedi, place maintenant l'instant culture de ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture pour évoquer les séquelles du Covid-19 dans le monde de la musique. Le coronavirus a emporté deux grands, Manu Dibango et Orlus Mabele. Et notre invité est l'artiste Diabostek, professeur de l'histoire de la musique ivoirienne et africaine contemporaine. Bonsoir, Monsieur Diabostek, on vous retrouve. Oui, comment vous allez? Alors, vous avez connu et côtoyé Manu Dibango, qui, je rappelle, a dirigé l'orchestre de la radio-diffusion et télévision ivoirienne. Qui est l'homme en dehors de la scène? L'homme en dehors de la scène est un monsieur bien. Vous voyez un peu le sourire, surtout le rire qu'il aime faire. Ça montre son caractère d'homme sociable, humble, sage et qui sait prendre les problèmes à bras le corps. Mais quand vous êtes avec lui, en fait, il faut faire la différence entre Emmanuel Ndioké Dibango et Manu Dibango. Parce que sur la scène, il y a deux personnalités. Il y a Manu sur la scène avec le saxo et il y a Manu dans la vie courante que vous rencontrez, tout humble, tout petit, vous ne savez même pas que c'est lui.
Alors donc, c'est comme ça qu'était l'homme. Et c'est dommage. Aujourd'hui, on dit qu'il part à 86 ans. Non, c'est plutôt 87 ans. 87 ans. Parce qu'il est né le 12 décembre 1933. Il n'avait pas les 87 ans révolus, mais il avait 87 ans. Voilà, donc les proches comme vous témoignent, donc Manu Dibango était un géant par sa taille, par son talent. Il a composé de nombreuses chansons, tout comme l'artiste congolais Orlus Mabele. Quel souvenir gardez-vous de cet artiste congolais qui avait des performances scéniques? Oui, en fait, il est Aurélien Matsunama, dit Orlus Mabele. Ce sont les gens dans les années 85 qui sont venus mettre le feu à Abidjan avec le lin. Vous avez dû voir Kanda Bongoman dans JT, un clip qui a fait le tour de la télévision ivoirienne, et Orlus Mabele avec le groupe Génération 86, Santa Wera, Zitaninel et Seliko Selim Ouatta ont créé des danses. Quand ils viennent, la frime, ils nettoient la chaussure, ils vous montrent des Kako Bianco avec des lins montés, ils flottent dans le pantalon. Avec ça, il a sorti son style à lui. Il dit qu'il faisait du soukous rumba. Il a sorti Africa Mousso en 1986 et La Femme Ivoirienne en 88. La Femme Ivoirienne, tu m'as tué. Et il parle toutes les langues de la Côte d'Ivoire. C'était donc la figure du soukous. Du soukous. On ne verra plus malheureusement ces deux géants de la musique sur scène à cause de ce virus mortel, le Covid-19. C'est un grand coup porté à la culture, comme nous le témoigne Serge Collet. On va suivre ensemble son élément et on en rediscute sur ce plateau. Choc à distance. Loketo, L'Afrique culturelle, frappée de plein fouet par le coronavirus, en moins d'une semaine, deux icônes du monde des arts sont tombées. D'abord, Orlus Mabele, le rémion roi du soukous, bête de scène des années 90. Déjà affaibli par un AVC, l'artiste congolais succombe des suites du Covid-19 le jeudi 19 mars 2020 à Paris. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le décès du patron de l'ex-mythique groupe congolais, le Loketo, passe presque inaperçu. Orlus Mabele était un grand, mais Emmanuel Ndjoké Dibango, alias Manu Dibango, lui était un monument, un baobab. Victime du Covid-19 le 24 mars 2020 à Melun, en France. Plus de 60 ans de carrière, l'homme au crâne rasé et au rire contagieux aura été un musicien de génie. Souvenez-vous de Soul Makossa, ce tube interplanétaire plagié par la mégastar américaine Michael Jackson. Décédé également en pleine crise du Covid-19, l'homme n'aura pas pour l'heure les hommages et les honneurs dus à son immense œuvre. Manu Dibango, inhumé dans la plus grande discrétion à cause du Covid-19, c'est inimaginable. C'est difficile parce que mourir et puis être enterré dans vraiment l'anonymat comme ça, c'est super triste. Bon. Ce sont les effets aussi, ce sont les effets de la vie. Oui, la même chose, quels que soient les déboires de la vie, quelles que soient les anomalies, il faut rester fidèle au destin. Et c'est le destin qui a voulu que ça soit comme ça. Mais Dibango, il faut dire qu'il a connu en 1958 un grand musicien aussi, ivoirien du nom de Iné Robert Clark Nemlin, dit Fast Clark, qui avait une trompette, il jouait du cornet à piston. Et c'est avec ça que Manu, il rappelait Satchmo. Louis Armstrong. Et donc Manu et son sax, ils jouaient au club à Toumium, et après ils sont allés au Spoutnik, à Bruxelles, ils ont fait, et Manu rentre à Léopoldville, parce que Congo s'appelait avant Congo belge, ensuite Est-Belge, ensuite Léopoldville. Et il va rencontrer Joseph Kabasele Chamala, le patron, le père Grand Khaledi Jeff de la rumba. Ils vont faire Indépendance Chacha, table ronde, parce que le saxophoniste de Banchan était malade, et Manu rentre dans la légende. Voilà. En 1972, lors de la 8e édition de la CAN au Cameroun, le Cameroun est qualifié d'office puisqu'il est le pays organisateur. Et le Soudan, qui était le champion à la CAN précédente, qui se retrouve, et le Cameroun est éliminé au premier tour.
Donc Manu qui a fait l'hymne au Cameroun et le verso qui était sous le Makossa, parce qu'avant c'était des disques de 17 cm de diamètre avec une galvano et on vous produit. Donc quand les types sont éliminés, ils ont jeté le disque de Manu parce que découragé et c'est hors du Cameroun que Soul Makossa a pris. Hors du Cameroun. J'ai dit bien, vraiment, hors du Cameroun et il est parti. Depuis 16 ans, il est revenu. Repris par Michael Jackson. Michael Jackson, en fait, ça va donner lui aussi un voilà, procès. sur l'album Thriller. En Côte d'Ivoire, c'est 7 mesures. En Europe, c'est 4 mesures. Dès que les 4 mesures, vous avez fait plagiat. Il faut dire que Manu a arrangé 3 albums de François Louga, 3 albums d'Ernest Djedje, Bella Bello, Le Bûcheron de Franklin Boukaka, Je vais à Yaoundé de André-Marie Talabon. On peut citer, il y en a tellement parce que c'est lui sa qui carrière est riche. Oui, c'est lui qui m'a dit un jour, tu sais, quand quelqu'un vous dit qu'il ne joue pas de tel nom, quand vous jouez d'un saxo, vous jouez de tous les saxos. Le soprano, le ténor, le baryton, l'alto, vous jouez de tous les saxos. Et Orlus Mabélé aussi, c'était aussi... Oui, Orlus Mabélé, non, et c'est la frime. Ils sont venus grands chanteurs devant l'Éternel, mais surtout la sape. Il y a longtemps avant le Joe Bala que les gens s'habillaient ici. Et c'est eux qui ont fait vraiment dans les années 85, qui ont soulevé la sape jusqu'aux années 90. Donc, Orlus Mabélé... Et comme on le dit, la culture vivra toujours et Orlus Mabélé, les artistes ne meurent pas. Ils sont comme des fleuves, ils partent et ils demeurent. Parce qu'ils font des œuvres intemporelles qui demeurent dans les mémoires. Donc le Covid-19 n'aura pas raison, malheureusement. Non, le jamais. COVID-19 a ça va s'arrêter au-delà. Nous, maintenant, on va le combattre. Bien sûr. Et le Covid-19, justement, vous allez le combattre en tant qu'artiste ivoirien. Bien sûr. On a vu les dégâts causés par le Covid, plus de 600 000 cas de contamination dans le monde, plus de 20 000 décès. Alors, des artistes comme vous, quelle est votre contribution? Inquiétant. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous allons passer le message. Il le faut. Je vous ai dit tout à l'heure que quand un président vêtu d'un costume classique fait ce geste et geste de poubelle, je n'ai jamais vu le président de la République le faire. C'est la preuve, c'est pour dire que c'est très, très, très sérieux. Il faut que les mesures soient appliquées à la lettre. Même par les artistes, par toutes les tout le couches monde, sociales. personne n'est au-dessus de cette pandémie. Mais en même temps, j'ai dit aux Ivoiriens de ne pas céder à la panique. Parce qu'il y a des gens qui font trop de choses sur la toile. Il y a 2 maladies. Il y a le pathologique et il y a le psychosomatique. Donc, il ne faut pas tuer. Parce que quand on vous dit que le psychosomatique a atteint, vous avez l'air d'avoir la maladie en même temps. Donc, il faut qu'on freine un peu. Non à la psychose, non à la peur. Non à la peur. Il faut juste respecter les mesures. Il faut respecter les mesures d'hygiène. Et c'est bon même parce que les Ivoiriens aussi, parfois, vous mangez, ils viennent vous saluer, vous devez laisser la cuillère. Tout ça, on va laisser. Même quand le Covid va finir, on n'a qu'à garder. Merci beaucoup. Merci Diabostek d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vive donc la culture. Barrons tous la route au coronavirus en suivant scrupuleusement les mesures de prévention. Vous avez été entendus sur ce plateau également par les téléspectateurs. Et bonne nouvelle en provenance de la Chine, c'est par là que nous allons refermer ce journal. Le dernier Waka Africa de Manu Dibango. Merci beaucoup. On va aller en Chine pour terminer ce journal où les nouvelles sont bonnes. Après 2 mois de confinement, la ville de Wuhan, berceau du coronavirus, tente de tourner la page. Elle s'est progressivement rouverte au monde extérieur ce samedi. Après plus de 2 mois d'isolement quasi total, la réouverture n'est cependant que partielle. Les habitants devront encore patienter jusqu'au 8 avril pour pouvoir quitter Wuhan, date à laquelle rouvriront également les aéroports de la ville. Et dans l'autre sens, comme vous le voyez sur ces images, les nouveaux arrivants sont passés au peigne fin, prise de température, contrôle d'identité, questions sur leur précédent déplacement. Très belle soirée. Stop au Covid-19. On se retrouve demain à 20h.